Jacques Chirac a déjà dit, dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque de rester immobile. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau de Radio X. Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X à Québec. Bienvenue à Radio X Files. Mon cher Christian, t'es salué? Ben, écoute, je te salue toi aussi. Et tu es en feu avec, avec tes déclarations sur l'UPA. Oui! Ben oui, mais vous avez eu des tracteurs à Montréal. C'est rare que vous voyez ça sur l'île. On s'est dit, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre, qu'est-ce que c'est? Quand tu as mis le sujet de la soirée, mon cher Christian, sais-tu à quoi tu me fais penser? Vas-y. Tu m'as fait penser au film Retour vers le futur. Hein, tu vois, avec Michael J. Fox. Oui, c'est amusant parce que quand on parle de voyage dans le temps, les deux références qui sont à peu près unanimes, c'est la série, en fait, Back to the Future, le Retour vers le futur avec Michael J. Fox. Et pour les plus vieux, une série très populaire dans les années 60 qui s'appelait Au cœur du temps, qui a marqué l'imaginaire à l'époque. Donc, c'est les deux grandes références quand on parle du voyage dans le temps, parce que c'est notre thématique de ce soir, le voyage dans le temps. Et moi, tu vois, je peux presque dire que j'ai découvert le voyage dans le temps. Je pourrais pas te dire vraiment à l'époque, mais j'étais tout jeune, j'avais avoir 6 ou 7 ans, et j'avais vu à la télévision le film « La machine à explorer le temps ». Première version, tournée de mémoire, je crois, en 1960 avec Rod Tyler, qui est une adaptation d'une nouvelle de H.G. Wells. Et dans ce film, donc, on a un scientifique qui n'a pas de nom, mais qui on présume s'appelle le H.G. Wells. Et parce que d'ailleurs, sur sa machine, il y a une espèce de clin d'œil. Sur sa machine, il y a une plaque métallique. Ouais. C'est marqué fabriqué par H.G. Wells. Hein. Donc, pour les observateurs, là, c'est un peu un clin d'œil. Donc, on a ce scientifique qui a construit cette machine dans une dépendance de sa maison, un peu comme dans une espèce de verrière qui est derrière la maison. Et cette machine, écoute, c'était magique, c'était beau. En fait, c'est un des objets qui a été les plus convoités en modèle réduit. À travers le monde, des gens s'en sont fabriqués parce qu'il n'y a pas vraiment eu de gros commerces qui ont été faits autour de modèles réduits de la machine. On avait choisi une espèce de... George Pal, qui était le producteur du film, avait dit, il faudrait que la machine va voyager dans le temps, elle va glisser dans le temps. Donc, il s'était inspiré un peu d'un toboggan sur lequel il avait placé une chaise de barbier. Et derrière ça, il y avait comme une espèce de moteur avec une roue qui tournait soit vers la droite ou vers la gauche en fonction où le voyageur va vers le futur ou va vers le passé. Probablement que les gens qui nous écoutent vont sûrement se rappeler ce film avec Rod Tyler, La machine explorer le temps, qui a été réadapté, je crois, au début des années 2000. On en a fait une nouvelle version. Et cette machine, c'était magique là, de voir cette machine avec du laiton, là, comme on imaginait à l'époque victorienne, parce que l'histoire se déroule à la fin du 19e siècle. Donc, c'est l'année charnière, le 1899, au moment où elle va passer à l'an 1900. Donc, on a ce scientifique qui décide d'aller vers le futur dans sa machine. Et moi, j'étais gamin, je regardais ça. Écoute, avec les effets spéciaux de l'époque, là, c'était quand même pas particulièrement sophistiqué, mais il poussait la manette en avant et donc il allait vers le futur. Puis là, on l'entendait, hein. Il y avait comme une réflexion qui était faite à haute voix, puis là, on entendait Rod Tyler qui disait « Je pousse la manette en avant. » Et là, je vois, tu vois le soleil qui passe au-dessus de sa verrière, tu vois les fleurs qui s'ouvrent rapidement, tout ça en accéléré. Et je regardais ça, puis je me disais « Waouh, c'est magique, c'est fantastique. » Ça m'a captivé. Ça a été mon premier véritable contact où j'étais assez vieux pour comprendre qu'est-ce que ça représentait que le voyage dans le temps. Et ça allait au-delà de l'aventure. Il y avait toute une espèce de concept autour de ça, du voyage dans le temps. Et ça m'a toujours fasciné.
Et c'est vrai que c'est un sujet qui fascine beaucoup les gens, le voyage dans le temps. Donc, on va en parler ce soir de manière un peu légère, parce que, tu vas le voir dans l'actualité, il y a quelque chose qui rebondit dans l'actualité cette semaine et qui a un peu déterminé mon sujet de la semaine. J'ai dit, tiens, c'est amusant, on va en parler. Est-ce que tu aimerais y croire au voyage dans le temps? Parce que moi, j'aimerais y croire. J'aimerais y croire que ce sera peut-être un jour possible, mais en même temps, ça fait peur parce que ça voudrait dire qu'on pourrait modifier le passé. Oui, en fait, il y a toutes sortes de débats qui sont faits autour de ça. C'est un concept assez complexe, le voyage dans le temps, parce que dans un premier temps, tu ne peux pas simplement te déplacer dans le temps. Il faut obligatoirement que tu te déplaces aussi dans l'espace. Parce que supposons, là, j'avais une machine devant moi, là, les gens pensent pas à ça, mais si j'ai une machine à voyager dans le temps et je recule, supposons, de 3 ans en arrière, dans 3 ans, quand la machine va réapparaître, elle va apparaître dans l'espace. Parce que la Terre a bougé. La Terre n'est pas au même endroit qu'elle était il y a 3 ans. Et non seulement elle tourne autour du Soleil, mais tout notre système, toute notre galaxie se déplace dans l'univers. Elle n'est pas statique. Donc, il faut penser une machine. Si on avait une machine ou un moyen de voyager dans le temps, il faut absolument que cette machine tienne en compte non seulement le déplacement de la Terre autour du Soleil, mais également de tout le système planétaire dans la galaxie et le déplacement de la galaxie dans l'univers. Sinon, tu vas te réveiller, tu vas réapparaître dans l'univers, dans le vide cosmique. Là, donc, il faut penser à ce concept-là. Le deuxième problème, tu l'as mentionné, c'est ce qu'on appelle le paradoxe temporel. Si moi, je recule dans le passé et par mégarde, je tue mon grand-père, qu'est-ce qui va se produire? Est-ce que je vais cesser immédiatement d'exister? Mais si en même temps, je cesse d'exister, je ne peux pas avoir retourné dans le passé pour tuer mon grand-père. Donc là, il y a un paradoxe qui est insurmontable. Des scientifiques, puis pas les moindres, il y a des gens qui ont cogité là-dessus. Je me rappelle, à un moment donné, il y a quelques années, j'étais à New York, j'avais rencontré l'astrophysicien Michio Kaku. C'est un scientifique d'origine japonaise, un Américain d'origine japonaise, qui est à peu près sur toutes les tribunes quand on parle de physique quantique ou la physique de pointe. C'est un bonhomme qui est un bon vulgarisateur scientifique. Donc, j'étais avec lui, on a passé un après-midi ensemble, on discutait de ça. Et Michio Kaku, on a parlé bien sûr du voyage dans le temps. Il me disait, si éventuellement on pouvait reculer dans le temps, si on pouvait... Comment pourrait-on surmonter le paradoxe, justement, du voyage temporel? C'est d'imaginer, en fait, qu'il existe autant de passés, il existe autant de terres avec des passés différents qu'il y a de possibilités. Donc, si je recule dans le temps et j'assassine mon grand-père, je vais me retrouver dans un futur de la Terre où je n'existerai pas. Mais ce n'est pas le même futur de la Terre dans lequel je suis. Donc, c'est comme si on avait une multiplicité d'univers possibles ou de perspectives possibles, comme une branche avec des... À partir du moment où je change quelque chose dans le temps, c'est comme une branche qui, soudainement, avait une nouvelle bouture. Et là, voilà, on est parti vers un autre avenir de la Terre, mais un avenir qui sera différent de celui d'où je viens parce que j'ai changé quelque chose. Mais tu avoueras avec moi que c'est bizarre de penser à tuer son grand-père, là. 2 fois en plus que tu me l'as mentionné, mais... C'est pour ça que je te l'ai mentionné, par accident. On va y aller là, plus facile. Supposons qu'on s'en va à la Première Guerre mondiale, parce que Hitler a fait partie de la Première Guerre mondiale, puis on décide de tuer Hitler. Où est-ce qu'on en serait rendu aujourd'hui? Parce que sans Hitler, on n'aurait pas eu de Deuxième Guerre mondiale. Absolument. Si j'avais été sur le bateau avec Jean Cartier, j'avais dit, au lieu d'aller tout droit, tourne à gauche, on serait peut-être... il aurait peut-être découvert la Floride. On serait peut-être là aujourd'hui. Voilà. Donc, on serait mieux, mais on serait là. Donc, effectivement, et c'est pour ça que le voyage dans le temps fascine, parce que le voyage dans le temps, c'est à la portée, ça nous met à la portée de changer toutes les injustices, tout ce qui est déplorable, misérable dans notre univers, dans notre monde, on pourrait le changer. On pourrait réparer les erreurs du passé. Aller porter des médicaments. Oui, aller porter des médicaments. On sait qu'un dictateur, par exemple, va prendre le pouvoir d'un pays ou d'un autre. On s'arrange pour s'assurer, soit pour falsifier les élections, tromper les élections, introduire des éléments qui vont lui faire perdre l'élection, ou à la rigueur, c'est une grande question morale, mais si moi, par exemple, je me retrouvais là, dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, là, supposons au moment où le parti nazi est en train de prendre son envol et que Hitler est un porte-parole de ce nouveau parti socialiste, nationaliste, est-ce que si j'avais la possibilité de l'assassiner, est-ce que je le ferais?
Tu comprends? Donc là, on a une question morale. Là, bon, bien sûr, c'est toujours cette notion du meurtre, mais en même temps, en sachant ce qu'il va représenter pour l'avenir de l'humanité, là, bien sûr, il y a des questions morales qui se posent. T'sais. Mais on pourrait changer toutes ces iniquités qui existent dans la vie, dans la société, et ce, grâce à cette possibilité du voyage dans le temps. Moi, c'est le créateur, le dessinateur du bonhomme carnaval. J'ai toujours trouvé lettre. Ouais. C'est pour ça que j'aurais modifié ça. Également, tu comprends, il y a, dans le voyage dans le temps, ce qui fascine aussi les gens, puis je le comprends, moi aussi, c'est un peu l'élément qui me retient avec le voyage dans le temps. Moi, je suis un passionné d'histoire et il y a beaucoup de pages qui ont été arrachées dans les livres d'histoire, hein, des événements dont on ne connaît pas trop les tenants et aboutissants. Et là, écoute, voyager dans le temps, on pourrait retourner, par exemple, à la naissance du Christ ou à l'époque de la crucifixion, retourner à l'époque de la construction des pyramides, voir comment les architectes s'y sont pris pour assembler le monument. C'est toutes ces grandes énigmes de l'histoire, et pas seulement des énigmes architecturales, mais on parle aussi d'énigmes au niveau des gens. Hein. Qu'est-ce qui est advenu, par exemple, de l'avion d'Amelia Earhart? Je me transporterais dans son avion le 1er juillet 1937 pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer. On pourrait solutionner plein de grandes énigmes de l'histoire et tout ça en pouvant se projeter, bien sûr, dans le passé. Est-ce qu'il y a déjà eu des essais, je ne sais pas moi, avec des avions supersoniques pour essayer de sauver une seconde en faisant le tour de la Terre? Ben, en fait, si tu me demandes, est-ce qu'on a déjà eu un véritable voyageur du temps? Ouais. On pourrait se poser cette question-là, et en réalité, on en a un. Un véritable chrononaute, un type qui a voyagé dans le temps. Et en fait, c'est un cosmonaute qui s'appelle Sergueï Krikalev. Et en fait, Krikalev a passé 804 jours dans la station orbitale, l'ISS. Or, si tu tiens compte que la vitesse de déplacement de l'ISS est de 7,66 km à la seconde, si tu tiens compte de ça, tu tiens compte de la théorie de la relativité d'Albert Einstein, ben, quand Krikalev est revenu sur Terre, après avoir passé ses 804 jours dans l'espace, ben, il était plus jeune de 0,022 centièmes de seconde par rapport à ses congénères sur Terre. Donc, ses congénères avaient vieilli 2 centièmes de seconde de plus que lui. Donc, il avait, somme toute, régressé dans le passé. Le temps s'était pas écoulé exactement de la même façon pour lui alors qu'il était sur l'ISS que lorsqu'il est arrivé au sol. Donc, et c'est un peu ça l'idée, c'est que si on pourrait voyager aussi vite que la lumière, ou presque à la vitesse de la lumière, le temps pour un voyageur dans le vaisseau ne s'écoulerait pas à la même vitesse que celui des gens à l'extérieur du vaisseau. Ça nous permettrait d'une certaine façon de reculer vers le passé, mais d'aller vers l'avenir, ça serait un autre problème. Et la grande problématique de ça, bien sûr, c'est l'énergie que nécessiterait un déplacement à de telle vitesse. Bon, dans un premier temps, on est incapable de construire des aéronefs capables de se véhiculer à des vitesses ni même proches de celles de la lumière. C'est quand même, je le rappelle, c'est quand même 300 000 km à la seconde. C'est énorme, là. Mais au moment où on se parle, on pourrait développer une technologie, on en a déjà parlé d'ailleurs, la possibilité d'envoyer des sondes vers des planètes qui tournent autour d'étoiles proches. On parle par exemple à Proxima du Centaure, qui est à peu près à 4 années-lumière de la Terre, un petit peu plus de 4 années-lumière de la Terre. Les techniciens, les ingénieurs croient être capables de développer, au moment où on se parle, on serait capable de développer des microsondes qu'on pourrait envoyer dans l'espace avec des espèces de voiles qui pourraient capter les vents solaires ou les rayons cosmiques. Ces sondes pourraient se déplacer à des vitesses à peu près équivalentes au quart ou à la moitié peut-être de la vitesse de la lumière. Là. Donc on parle de 150 000 km à la seconde. Mais l'idée d'envoyer des véhicules massif qui aurait besoin d'une force d'énergie pour se déplacer, là, la consommation d'énergie pour atteindre des vitesses comme celle-là, pour le moment, c'est impensable. Ce n'est pas à notre portée. Parfait. Donc, tu auras une entrevue vers les alentours de 21h avec Jocelyne Keller pour ce qui est des voyageurs du temps. Oui, parce que,
Bon, Jocelyn n'est pas un astrophysicien, puis on n'entrera pas dans le détail de l'astrophysique, puis je pense que ce serait un peu ennuyeux, là, à moins qu'on est sur la ligne, là, plein de gens qui nous écoutent, qui sont eux-mêmes des mordus de technologie de pointe et de physique quantique. Mais je pense que ce qui intéresse beaucoup dans les histoires de voyageurs du temps ou de voyages dans le temps, c'est les récits de gens qui auraient vécu des expériences qui nous amènent à une réflexion sur oui ou non, peut-on voyager dans le temps. Des gens qui auraient vécu, ou bien qui auraient vécu des expériences vers le passé, des expériences vers le futur, ou même des gens, parce qu'il y en a eu des gens qui ont eu la prétention d'être des voyageurs du temps. Donc, c'est le récit, en fait, c'est ces récits collectifs qui fascinent et qui intriguent les gens. Donc, c'est un peu, Jocelyn Keller a écrit, je le rappelle, les ouvrages Dossiers inexpliqués, tomes 1 et 2, et Affaires mystérieuses ou Affaires insolites, quelque chose comme ça. Donc, là-dedans, il reprend certains récits mystérieux, étranges, qui font référence à des voyages dans le temps. Et c'est un peu de ça que j'ai voulu jaser avec Jocelyn Keller, des histoires célèbres. Les deux institutrices au Trianon, le visiteur mystérieux de Times Square, l'homme de Thor. Donc, on va aborder ces sujets-là ensemble. Ce sont des anecdotes, hein? Faut quand même mentionner. Ce sont des récits qui ont été racontés, plus ou moins anecdotiques, mais qui font réfléchir sur la possibilité du voyage dans le temps ou la perception d'événements passés ou d'événements On aura futurs. peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais moi, ce qui m'avait fait, je sais pas, ce qui m'avait donné des petits frissons, c'est les photos qui circulent sur le web, des photos anciennes dans lesquelles on verrait un gars qui parlait, mettons, avec son iPhone. Oui, on va en parler de ça aussi. On a un petit volet dans le milieu de l'émission. Je vais d'ailleurs mettre, à un moment donné, durant la pause, je vais mettre un lien YouTube pour que les gens puissent voir une image là, à laquelle je vais faire référence. Et je vais mettre également une photographie dont on va parler un peu plus en détail. Ce sont des éléments, ce sont des histoires qui ont beaucoup alimenté la toile au cours des 5 ou 10 dernières années et qui reviennent sporadiquement pour évoquer le voyage dans le temps. Donc, je vais raconter un peu quelle est l'origine de ces images, de ces photos, qu'est-ce qu'on en sait. Et c'est vrai que dans certains cas, on a l'impression que ces images présentent des anachronismes qui nous laisseraient croire qu'on est peut-être ici en présence d'un voyageur du temps. Parfait. En ce qui a trait à l'actualité de la semaine, on parle d'une importante découverte à Nazca. Oui, Nazca, écoute, j'imagine pour toi puis pour les gens qui nous écoutent, ça doit rappeler ces immenses figures qui ont été tracées dans le désert de Nazca. On est au Pérou ici, c'est un plateau andin. Et ces grands dessins, ces figures géantes qu'on appelle géoglyphes, ces figures datent à peu près de 2500 ans. Là. Elles ont été faites aux alentours, quelque part, entre 500 ans avant Jésus-Christ et 300 ans de notre ère. C'est à peu près l'époque à laquelle les archéologues situent ces grands dessins. Ils ont été faits principalement par le peuple Nazca, qui est un peuple qui a le même nom d'ailleurs que le plateau. Donc, le peuple Nazca. Et aussi, certains de ces dessins auraient pu être faits par une autre communauté qui était contemporaine au peuple Nazca, qui étaient les Paracas. Donc, les historiens se disent, bon, peut-être que certaines figures ont été faites par les Paracas. Bon, ces figures, il faut quand même le savoir, Yannick, elles ont été effacées de la mémoire collective jusqu'en 1927. Donc, les peuples andins les font. Finalement, il y a la conquête espagnole. On est au milieu du 16e siècle. Et puis, voilà que les figures de Nazca, on les oublie. On n'en parle plus. Et il faut attendre 1927 pour qu'on redécouvre ces figures. Et pourquoi on les redécouvre? Parce qu'en 1927, il commence à y avoir des aéroplanes qui survolent le plateau de Nazca. Et du vu des airs, les pilotes observent ces immenses figures. Parce qu'il faut le dire, elles ne sont visibles dans leur ensemble que vues du ciel. Donc, quand tu es au sol, tu ne vois que des sillons dans le sol. Tu ne vois pas de figures. La conception du dessin n'est pas très difficile. Il faut savoir que le plateau de Nazca est un endroit très désertique, et il n'a pas plu sur le plateau de Nazca depuis plus de 10 000 ans. Donc, c'est très aride et tu comprendras que la surface du sol, les pierres et le sable de surface est légèrement plus foncé que le sable en dessous. C'est facile à imaginer. On vit ça dans nos propres cours. Là. C'est un carré de sable, par exemple, qui est laissé sans bouger pendant des semaines au soleil. Ben, tu vas t'apercevoir que le sable va être un peu plus noirci,
foncé à la surface que le sable d'en dessous. Donc, c'est un peu la même chose qu'on a sur le plateau de Nazca. Et les architectes, entre guillemets, qui ont fabriqué ces dessins, ont simplement eu à déplacer la couche de sol de surface pour mettre à jour la couche d'en dessous qui était plus claire et ainsi permettre ce contraste et utiliser ce contraste pour faire ces fameuses figures. Donc, ce n'est qu'à partir de 1927 qu'on va redécouvrir le plateau de Nazca avec ces grandes figures. En fait, les figures étaient passées tellement inaperçues qu'on a construit la route panaméricaine à travers le plateau de Nazca. Donc, la route panaméricaine traverse les figures, là. Et les gens quand on a construit la route panaméricaine, on ignorait qu'on traversait un plateau qui était couvert de figures. Donc, c'est vraiment à partir du moment où, avec des aéroplanes, on a survolé le plateau de Nazca, qu'on a découvert ces immenses figures. Tu comprendras que cette caractéristique très particulière de vue du ciel a alimenté énormément de spéculations, certaines tout à fait fantaisistes, et certains ont même été jusqu'à prétendre que ces fameuses figures de Nazca auraient été faites par les peuples andins dans le but de guider des visiteurs extraterrestres. Comme si on avait voulu baliser un terrain pour permettre à ces extraterrestres, ces visiteurs de l'espace, de pouvoir mieux se poser ou mieux se guider dans cette région andine. C'est tout à fait invraisemblable parce que si un vaisseau spatial se posait sur le plateau de Nazca, il s'enfoncerait dans le sable. C'est pas l'idéal pour se poser. Mais enfin, donc, on comprend que ces figures intriguent parce que elles sont gigantesques, elles ne sont visibles que du ciel. Et qui plus est, même les archéologues et les historiens n'ont pas un modèle précis pour expliquer à quoi servaient ces figures-là. L'hypothèse dominante, et je le dis bien parce que souvent quand on est devant des vides de l'histoire, les gens ont tendance à dire les scientifiques disent ceci ou disent cela, mais il faut bien comprendre que dans le discours scientifique, on parle davantage d'hypothèse dominante. L'hypothèse dominante pour le moment est que le plateau de Nazca était un grand hôtel à ciel ouvert où il y avait des défilés, des cérémonies où des gens avançaient en horde et faisaient des rituels pour les dieux. On a trouvé, il y a quelques mois à peine, des charniers aux alentours de Nazca, près du plateau de Nazca, où on a retrouvé un grand nombre d'enfants qui avaient été sacrifiés dans des rituels, dans des sacrifices humains. Donc, il est possible que le plateau de Nazca ait joué un rôle dans ces grands rituels en hommage aux dieux. Donc, ça, c'est un peu l'hypothèse dominante et je te situe dans le contexte historique. Et voilà que cette semaine, des scientifiques de l'université de Yamagata qui ont étudié le terrain depuis une quinzaine d'années, qui ont fait des modèles en 3D. Ça, c'est important parce qu'ils ont pu utiliser des drones qu'ils ont fait voler au-dessus du plateau andin. Et là, avec la numérisation de ces images, des logiciels, l'intelligence artificielle, ils ont même fait appel à des spécialistes d'IBM pour mettre en œuvre une intelligence artificielle pour analyser les variantes ou les variables du sol. Et ils ont annoncé cette semaine avoir découvert 143 nouvelles figures qui étaient passées complètement inaperçues parce que, ou bien c'était recouvertes de sable avec les années, donc on ne pouvait plus les distinguer vraiment à l'œil nu. Donc, c'est 143 figures supplémentaires qui s'ajoutent déjà au palmarès important des figures de Nazca. Il faut savoir que ces figures vont de 5 mètres à 50 mètres, les plus grandes étant les plus récentes. Donc, les premières parmi ce lot qu'on a découvert, elles se situent à peu près dans la même tranche de fabrication que celles que l'on connaît déjà. Donc, on parle à peu près 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ et 200 à 300 ans de notre ère. Et les plus grandes sont les plus récentes. Donc, on a l'impression qu'on commence avec des figures plus modestes et comme c'est souvent le cas, par exemple, dans des monuments. Tu regardes, par exemple, dans l'Égypte antique, où on a commencé avec des mastabas, ensuite on a eu des pyramides à degrés et ensuite le grand modèle de la grande pyramide de Khéops. Donc, il y a une évolution dans le temps et il y a une espèce de montée crescendo. C'est un peu la même chose avec les figures de Nazca. Les plus anciennes semblent être les plus petites, les plus grandes, les plus jeunes. Il y a le Condor. Le Condor est immense. Le Condor est immense. Il est 134 mètres. Voilà, écoute, c'est gigantesque. Le Colibri, d'ailleurs, le Colibri qui a été endommagé il y a 2 ou 3 ans par des membres de Greenpeace.
C'est quand même un peu triste d'apprendre ça, là. Donc, des gens de Greenpeace étaient allés là. Il y avait une manifestation sur le climat et ils ont un peu piétiné le colibri, ils l'ont endommagé. Bon, bien sûr, l'organisation s'est depuis excusée auprès du peuple andin, du peuple du Pérou, d'avoir un peu saccagé l'une de ces figures. Il faut savoir que depuis 1994, le Grand Plateau de Nazca est considéré comme a été inclus dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est un lieu protégé. Là où j'en viens, ce qui est important de parler à propos de ces 143 figures, parce qu'on peut se dire, bon, ça change quoi à l'énigme, pourquoi est-ce que c'est important? C'est que ces 143 figures, Yannick, elles montrent qu'on n'a pas utilisé que le plateau de Nazca. Ces figures ne sont pas essentiellement sur le plateau de Nazca, elles sont également sur des petits plateaux aux alentours. Cette grande région s'appelle l'Altiplano, donc on a le plateau de Nazca, mais on a d'autres petites plaines aux alentours. On a trouvé des figures à ces endroits-là. On en a trouvé également à flanc de collines, et qui montre bien que ces peuples, que ce soit les Nazca ou les Paracas, ces gens-là, ça donnait un très grand rituel qui était très important et visiblement, ça faisait partie de l'art religieux parce qu'on retrouve beaucoup notamment d'animaux et des espèces de symboles de Dieu, ce qui vient ajouter de l'eau au moulin. C'est pas une certitude, mais ça vient ajouter de l'eau au moulin aux archéologues qui, depuis quelques années, présentent le plateau de Nazca comme étant un objet, un rouage dans un grand mécanisme de rituel religieux qui était utilisé par les peuples andins de cette époque. Comme deuxième sujet, on parle du spectre du nazisme, qui serait toujours bien présent, même en astronomie. Oui, on vit dans une drôle d'époque. Hein? Je ne vais pas me lancer dans ce débat-là, mais c'est le débat du politically correct, c'est le débat de tu ne peux pas t'approprier. Bon, les producteurs d'Hollywood maintenant ne peuvent plus faire de films avec des Indiens et des cow-boys parce qu'à moins d'être un Indien, bon, tu comprends, on a tout ce débat-là sur l'appropriation culturelle et à mon avis, à certains moments donnés, ça dérape. Parce que l'interprétation que les gens font de cette appropriation est souvent un peu courte et on fait un peu table rase de toutes sortes d'aspects de l'histoire. Et c'est un peu le cas qui nous préoccupe ici. Est-ce que tu te rappelles de Ultima Thule? Non. Donc, Ultima Thule, c'est un rocher, un astéroïde. Écoute, je comprends que tu l'as oublié parce qu'il n'est pas à notre porte. Hein? C'est un gros rocher qui fait 32 km de long sur 16 km de large à peu près. Il ressemble, t'en as peut-être que des photos, des images vont te revenir en tête. On dirait deux grosses boules collées l'une sur l'autre. Ça a l'air un peu d'un bonhomme de neige ou d'une quille. Oui, on l'appelle couramment le 48-69-58. Ah, là, ça me dit quelque chose. Et Ultima Thule, donc cet astéroïde, se trouve à 6,5 milliards de kilomètres de la Terre. Il est dans la ceinture d'astéroïdes de Kuiper. C'est une ceinture qui se situe à la limite du système solaire. Et rappelle-toi, là, au début de l'année, au début 2019, en fait, c'était le 1er janvier 2019, une sonde américaine, la sonde New Horizon, c'était la même sonde qui, en 2015, avait donné des photographies rapprochées de la planète naine Pluton. Donc, la sonde New Horizon ensuite continuait son voyage dans l'espace. Et c'est d'ailleurs un pilote québécois, hein, c'est un type qui s'appelle Frédéric Pelletier, employé à la NASA, au JPL Center, qui a engagé les modifications techniques pour permettre à la sonde New Horizon de changer de trajectoire et ainsi passer, et là on était en janvier 2019, elle est passée au-dessus de Ultima Thule, elle a pris des photographies. Donc, cet Ultima Thule, c'est un rocher, c'est l'objet à ce jour le plus éloigné de la Terre à avoir été visité par une sonde de la NASA. Et bon, le rocher s'appelait Ultima Thule. Mais depuis que la NASA en a pris des photographies, a publié ses photos, il y a une espèce de controverse qui est née du nom de Ultima Thule. Parce qu'il faut savoir que le mot Thule, utilisé ici, hein, c'est un mot qu'on retrouve depuis l'Antiquité. Hein. Déjà, là, on avait là, dans la Grèce antique, on avait un explorateur, le Pythéas, qui disait qu'il avait visité les îles britanniques, hein, et il disait qu'il avait nommé une île britannique, la dernière des îles britanniques qu'il écrivait, il l'a nommée Thule, qui voulait dire à peu près île du bout du monde.
On croit aujourd'hui, les historiens pensent qu'il faisait plutôt référence à l'Islande, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais déjà, le mot de Thulé avait été lancé. Et puis au Moyen Âge, le mot Thulé a été repris à la fois pour décrire par les cartographes, par les chroniqueurs de cette époque. Le mot Thulé a été repris pour désigner l'Islande, le Groenland, ou encore même une terre inconnue, invisible, une île lointaine, qu'on disait l'île de Thulé, qui signifiait l'île du bout du monde. C'est toujours l'île du bout du monde. Les Américains ont construit une base au Groenland qui s'appelle la base de Thulé, et il y avait un petit village autochtone, un village inuit qui se trouvait là, qu'on a déplacé, et qui s'appelle aujourd'hui le village de Kanak, mais qu'on appelle aussi Nouvelle-Thulé, parce que, ces gens-là ont été déportés pour la construction de la base de Thulé des Américains. Donc, tu vois, le nom de Thulé apparaît un peu comme ça à travers l'histoire, et ça désigne l'île du bout du monde. Et c'est un peu la raison pour laquelle la NASA avait baptisé ce rocher Ultima Thulé. C'est le rocher du bout du monde, le rocher le plus loin qu'on a visité. Mais il faut savoir que le mot Thulé a aussi été utilisé durant le nazisme, parce qu'il fait partie d'un ensemble, en fait, on le retrouve au centre d'une mythologie. Durant la période d'entre-deux-guerres, c'est développé en Allemagne, on a mentionné Adolf Hitler, mais c'est développé à partir, je te dirais même un peu plus tôt que ça. Dès le début du 20e siècle à peu près, va se développer une espèce de mouvement ésotérique en Allemagne, et qui s'inspire d'un groupement qu'on appelle la théosophie de Madame Blavatsky. C'est un peu long à raconter, mais cette dame-là prétend avoir été au Tibet, elle a côtoyé des sages, et elle dit avoir eu des espèces de contacts télépathiques avec les maîtres du monde, des guides spirituels qui lui ont fait des révélations. Et dans ces révélations, Madame Blavatsky dit l'humanité, entre autres, a évolué et va continuer d'évoluer avec l'avènement de sociétés ou de groupes mieux adaptés que les autres. On pourrait presque qualifier ça de groupes mères ou des groupes initiateurs. Et parmi ces groupes-là, elle dit, voilà, dans le passé, il y a eu les hyperboréens, il y a eu les Atlantes, et la prochaine société qui va faire progresser l'humanité sera une nouvelle race qu'elle appelle les Aryens. Donc, si tu te poses la question, quand on parle de l'Allemagne nazie, on dit souvent, ce sont les Aryens, les bons Aryens. C'est vrai, quand on parle de l'Allemagne nazie, oui, on parle souvent du peuple, le peuple germanique comme étant les Aryens. Mais d'où vient ce nom-là, les Aryens? La plupart des gens ne le savent pas, mais ça vient simplement d'un mouvement philosophique, une élucubration de cette Madame Blavatsky qui annonçait l'avènement de ce peuple. Et ce mouvement-là, évidemment, il était bien connu au début du 20e siècle, partout en Europe, mais disons, la mayonnaise n'a pas pris partout. Mais en Allemagne, ça a plutôt bien pris. Et surtout au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les Allemands sont un peu frustrés. Le pacte de Versailles, les ententes de Versailles les obligent un peu à rembourser la dette de l'Europe à cause justement de la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont l'impression d'être diminués, d'être mis de côté un peu, d'être un peu les enfants pauvres de l'Europe. Et ils se rappellent ce passé glorieux, parce que c'est vrai que l'Allemagne, à une époque, il faut se rappeler, pendant 1000 ans, elle a quand même été le siège de l'Empire, en fait, le nouvel Empire romain. On l'appelait le nouvel Empire romain germanique. Charlemagne, par exemple, l'empereur, c'était un Allemand. Donc, l'Allemagne a connu une période pendant 1000 ans particulièrement faste où elle était un peu le centre du monde, le centre de l'Europe. La nouvelle Rome, c'était la Germanie. Et voilà qu'après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est un peu mise de côté, donc on a été un peu rebroué, puis merci, bonsoir. Alors, en Allemagne, lorsque la théosophie de Madame Blavatsky arrive, parle de l'avènement d'un peuple grandiose qui va à nouveau initier le monde, qui va faire grandir l'humanité, la mayonnaise prend plutôt bien. Et là, les Allemands qui vont s'adonner, vont adhérer à ce culte, vont assez rapidement imaginer le retour de l'empire des chevaliers teutoniques qui avaient gouverné, qui avaient marqué en fait l'histoire de la Germanie. Donc, il y a toute une philosophie autour de ça qui marche plutôt bien.
Et les Allemands, beaucoup des gens qui éventuellement seront dans la garde rapprochée d'Adolf Hitler, on pense par exemple à Rudolf Hess, on pense à Himmler, ces gens-là vont se joindre à ces groupes un peu occultes et ésotériques. Et il y aura même une société qui sera créée qui s'appelle la Société Thulé, à laquelle a bien sûr appartenu Rudolf Hess et Himmler. Donc, ces gens-là, tu vois, ils vont récupérer ce nom de Thulé, ils vont en faire la terre d'où va venir cette race suprême, la race aryenne, qui va prendre le contrôle en Allemagne. Et là, bien évidemment, tu as tous ces gens-là. Donc, Heinrich Himmler, Rudolf Hess, Joseph Goebbels, tous ces gens-là vont s'alimenter à cette culture, à cette grande mythologie germanique, nordique. Et là, tout ça va enflammer les esprits. Mais on récupère ici le nom de Thulé comme il a été galvaudé à travers le Moyen-Âge et comme on l'a évoqué déjà dans le passé. Mais uniquement parce que les Allemands ont récupéré ce mot de Thulé, comme d'ailleurs ils ont récupéré la svastika, cette fameuse croix gammée, c'est un symbole qu'on retrouve abondamment en Inde et qui désigne, en fait, qui est le symbole de l'éternité, mais que les Allemands ont quand même récupéré. Donc, à cause de cette récupération par le parti nazi du mot de Thulé, ben, la NASA, évidemment, se retrouvait aux prises un peu dans cette espèce de dilemme ou de ce questionnement. Est-ce que c'était le bon mot, le bon nom de baptiser un astéroïde du nom de Thulé, parce que pour beaucoup de gens, dès que tu évoques Thulé, tu évoques le Troisième Reich, tu évoques les pensées, les fantasmes nazis. Donc, c'est pour la raison pour laquelle la NASA a décidé cette semaine de changer le nom. Elle a annoncé qu'elle changerait maintenant le nom de ce Ultima Thulé qui devient Arrokoth. Arrokoth, qui est un mot en langue autochtone des Powhatan. Les Powhatan, c'est un groupe des Premières Nations qui est lié aux Algonquins et qu'on retrouve en Virginie. Et ce mot de Arrokoth veut dire le ciel. Donc, simplement, le rocher s'appelle maintenant le rocher Le Ciel, de ce mot des Premières Nations, plutôt que Ultima Thulé, comme il s'appelait autrefois, à cause justement de cette association trop ou évidente ou trop ouvertement associée au parti nazi d'Adolf Hitler. En 30 secondes avant d'aller à la pause, comment ça a été samedi lors de ta conférence? Ça a été excellent, oui. Belle salle, belle réception, on s'est bien amusé. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié, toujours présenter ces théories du complot avec un peu d'humour. Et je pense que les gens aimaient ça. Tu as rencontré les auditeurs de Radio X aussi au Salon du jeu et du jouet? Oui, absolument. Donc, là aussi, des gens sont venus me voir. Écoute, ça a été une journée chargée, mon samedi. Donc, en après-midi, les gens qui venaient me voir pour me parler du jeu, mais aussi me parler de l'émission, de ce que l'on fait. Et je suis content de voir que notre travail est excessivement apprécié. Donc, ça, c'est toujours très agréable. Tu as même entendu dire qu'il y a d'autres animateurs d'autres stations de radio qui se font un plaisir d'écouter le show à Radio X. Oui, absolument. Donc, j'ai fait un peu une tournée des médias pour parler du jeu et on m'a confié, certains animateurs m'ont confié qu'effectivement, les vendredis soirs, ils syntonisaient Radio X-Files. On les salue. Hey, on fait une courte pause et on revient. OK. Radio X-Files. Sujet de la soirée, les voyageurs du temps. Et d'ailleurs, tu as mis des photos et tu as mis une vidéo aussi sur notre page Facebook Radio X-Files, Christian. Absolument. Et tu m'as rappelé de souvenirs parce qu'effectivement, j'avais vu ça pour la première fois dans un des films de Charlie Chaplin. Ben, en fait, c'est pas un film de Charlie Chaplin. En fait, commençons dans l'ordre des choses. Ouais. Écoute, je vais essayer de mettre une autre photo sur notre page là, dans les prochaines secondes parce que ce qui m'a alimenté cette semaine, c'est la publication d'une photographie, en fait, qui a fait un peu le buzz sur le web. Et c'est une photographie qui a été prise. En fait, c'est une photo qui fait partie d'une collection de photographies qui sont aujourd'hui conservées dans une collection spéciale à l'Université d'État de Washington, donc la Washington D.C., pas Washington D.C., pardon, mais l'État de Washington. Et la photographie en question, elle a été prise en 1898 au Yukon par un photographe américain d'origine suédoise, Eric Egg. Et sur la photo, on voit une jeune femme. En fait, on voit 3 enfants qui puisent de l'eau dans un puits. Et en premier plan, on voit une adolescente
qui ressemble étrangement à la militante écologique suédoise Greta Thunberg. Oui, celle-là, je l'ai vue. Donc, cette photo, écoute, je suis en train d'essayer de la mettre sur, pour ceux qui ne l'ont pas vue, je suis en train de la mettre sur la page de Radio X-Files. Donc, cette photo, évidemment, a alimenté énormément d'intérêt parce que, ça, bon, voilà, c'est fait. Donc, les gens qui peuvent aller la voir. Donc, cette photo a alimenté énormément d'intérêt parce que c'est vrai que la ressemblance entre l'adolescente que l'on voit sur cette photo prise en 1898 et la photographie de Greta Thunberg, c'est vrai que la ressemblance est frappante. Il faut savoir que la photo en question, qui a été prise en 1898, c'est durant, à cette époque, le photographe, Eric Egg, avait fait un voyage au Yukon et en Alaska pour prendre des gens qui, à l'époque, il faut se rappeler que c'était la ruée vers l'or et le Klondike. Tous les gens il y avait plein de gens qui allaient dans ces régions-là dans l'espoir de trouver de l'or. Et le photographe a documenté un tant soit peu cette horde de gens qui se livraient à ces activités là, de prospecteurs. Et la photographie, donc, fait partie de ce groupe-là. On ignore le nom des enfants, on ignore dans quel contexte elle a été prise, simplement qu'elle a été prise durant ce voyage en 1898 par Eric Egg pour documenter le Klondike, la ruée vers l'or. Donc, en voyant cette photo, il y a plein de gens qui ont réagi en disant « Ah, c'est vraiment étonnant la ressemblance entre l'adolescent et Greta Thunberg. » Et là, on s'est mis à parler. Est-ce que... Bon, là, il y a deux... Bon, au-delà de la ressemblance que des gens disent « Bon, ben voilà, c'est une simple ressemblance. » Mais ceux qui vont aller dans des explications un peu plus fantaisistes vont dire « Ben voilà, est-ce que Greta Thunberg n'est pas une voyageuse du temps qui vient... qui est une espèce de personne qui a visité différentes époques et qui maintenant vient dans notre époque dans le but de nous convaincre, en tout cas de faire pression pour qu'on prenne en conscience de l'imminence d'une catastrophe écologique, le réchauffement de la planète et tout le reste. Donc ça, c'est une théorie assez loufoque, mais quand même que j'ai vu beaucoup passer cette semaine. Ou l'autre hypothèse loufoque, c'est, Greta Thunberg, en fait, elle s'est réincarnée. Donc, c'est une espèce d'âme, en plus de la migration de l'âme, on se réfère au concept de la réincarnation. Donc, il y a une espèce de transmission de l'âme d'un corps à un autre. Mais là, dans le cas de Greta Thunberg, ce serait que non seulement son âme s'est transférée dans un autre corps, mais également ses traits aussi. Ce qui est assez invraisemblable parce que, toi comme moi, on a nos traits physiques. En fait, on les tient en partie de nos parents. Il y a quelque chose en toi qui ressemble à ta mère, la forme de ton nez ou de tes yeux, et ta bouche ressemble à celle de ton père. Donc, on hérite des traits de nos parents. Donc, ce serait assez surprenant que les parents de la fillette sur la photo de 1898 aient eu des traits communs aux parents de la véritable Greta Thunberg. Mais on voit, ce sont des histoires qui circulent abondamment. Le problème ici, puis il faut toujours se rappeler de ça, c'est que des gens qui se ressemblent, c'est commun. Il faut quand même le dire, c'est quand même commun. Le fait d'avoir le même visage, des sosies parfaits, si on exclut, par exemple, les jumeaux identiques, qu'on dit monozygotes, qui, eux, sont vraiment identiques, si on élimine ça, la possibilité que quelqu'un ait le même visage que toi, les mêmes traits qui soient identiques à toi, il y a des études qui ont été menées en Australie et qui se situent à 1000 tu as une chance sur 1000 milliards. En compte 1000 milliards. Donc, il n'y a probablement personne sur Terre qui a la même face que toi, Yannick. C'est quand même rassurant. Oui, puis en même temps, on est si uniques, toi et moi. Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui nous ressemblent. Et c'est là qu'il y a la différence. Entre identique et semblable, il y a un monde entre les deux. Il y a plein de gens, par exemple, il suffit de regarder des photographies, des images, ou même des gens qu'on va côtoyer, on va rencontrer sur l'on va dire, tiens, c'est vrai, cette personne-là ressemble, par exemple, à Harrison Ford, ou il ressemble à telle ou telle célébrité. Mais c'est vrai sous un angle seulement. Donc, par exemple, la photographie que l'on voit, Greta Thunberg, tu te dis, cette fillette qui apparaît sur la photo du Klondike en 1898, vue de face, elle ressemble à Greta Thunberg. Mais si on la voyait de profil, par exemple, ou sous un autre angle, peut-être que c'est cette
ressemblance diminuerait. Et c'est là qu'il faut quand même se rappeler. Quand on regarde plein de photographies, il y a plein de gens, par exemple, qui vont ressembler à des vedettes, à des artistes. On pense, par exemple, uniquement au cours de l'été, par exemple. Il y a eu un sosie de Michael Jackson, Sergio Cortez, qui a fait beaucoup parler de lui parce que là, des gens disaient « C'est sûr que Michael Jackson est vivant. Regarde ce type-là, Sergio Cortez, il est identique à Michael Jackson. » Puis c'est vrai que les gens qui nous écoutent, si vous tapez dans votre moteur de recherche Michael Jackson puis Sergio Cortez, vous allez voir que Sergio Cortez ressemble étrangement à Michael Jackson. Mais c'est vrai également pour des gens, par exemple, je pense à Trent Carlini, une personne qui imite Elvis Presley, mais au-delà de l'imiter, c'est vrai que naturellement, il ressemble beaucoup à Elvis Presley. Bon, donc, des gens qui ressemblent à quelqu'un d'autre, ça, c'est assez commun. Mais évidemment, il ressemble à ces quelqu'un d'autre sous certains aspects ou sous certains angles, mais pas entièrement. Donc, il suffirait de les voir de profil ou même le gabarit physique peut être très différent. Donc, faut quand même pas s'emballer sur la ressemblance d'une simple photographie. Et cela nous amène, bien sûr, à ces autres photographies, celles qui présentent des anachronismes, parce que, bon, la photographie de Greta Thunberg, il n'y a aucun anachronisme, il y a simplement cette fillette qui ressemble étrangement à Greta Thunberg. Mais c'est vrai que si on fait le tour du web, on va trouver des images, des films, où on a l'impression de voir des anachronismes, et ces anachronismes ont alimenté des hypothèses ou des théories voulant qu'il y ait des voyageurs du temps. Et la scène à laquelle tu fais référence, tu dis un film de Charlie Chaplin. Oui, avec une affiche de Charlie Chaplin. Voilà. Là, tu viens déjà de préciser. Beaucoup de gens disent c'est un extrait. J'ai vu, moi, énormément passer sur le web cet extrait-là en disant c'est un extrait du film The Circus de 1928 de Charlie Chaplin. C'est pas vrai. Ce n'est pas... vous pouvez regarder le film The Circus de 1928 de Charlie Chaplin pour rigoler, pour vous bidonner un peu. Il y a quelques scènes qui sont particulièrement amusantes. Là, Charlie Chaplin qui imite une espèce d'automate dans une horloge. Là. Bon, ça, c'est vraiment extraordinaire. Bon, c'est du pur Charlie Chaplin. C'est un ravissement de voir ce film-là. Mais la scène dont on parle n'est pas dans le film de 1928 de Circus. Quand on a commercialisé le film de Circus en coffret DVD, hein, l'ensemble des films de Charlie Chaplin, on a ajouté des bonus. Et dans les bonus, on a à la fin du film de Circus, on a des bonus qui nous parlent des scènes qui ont été ce qu'on appelle des scènes de chute, donc des scènes qui n'ont pas été utilisées dans le film. Et on voit également des scènes du lancement du film. Et à l'époque, c'était énorme, là, le lancement du film de Circus à Hollywood. On avait installé un éléphant devant le théâtre. On avait fait des gros animaux en papier mâché de plus grand que nature. Et c'est dans ces fameuses scènes où on voit les gens, là, écoute, les gens se déplaçaient en masse pour voir ce film. Et c'est justement une de ces scènes où on voit la devanture du théâtre et on voit les gens arriver en horde. On voit une femme qui tient sur son oreille un objet et on a vaguement l'impression qu'il s'agit d'un téléphone portable. Et là, ça a alimenté énormément le web parce qu'on s'est dit, un téléphone portable, évidemment, en 1928, ça n'existe pas. Alors, est-ce qu'on n'est pas ici en présence d'un voyageur du temps que le caméraman aurait, de manière inopportune, comme ça, capté sur l'image? En fait, non. Si on a l'impression que cette dame parle au téléphone cellulaire, il faut quand même se rappeler qu'à cette époque, il y avait des petits appareils acoustiques que les gens plaçaient sur leur oreille qui leur permettaient de mieux entendre ce qui se passait autour d'eux, hein, des gens qui avaient des problèmes d'audition. Et visiblement, cette dame, on le voit, elle a un certain âge et c'est très certainement un de ces appareils acoustiques qu'elle tient sur son oreille qui nous laisse, qui nous a fait penser à un téléphone. C'est pas la seule scène comme celle-là, il y en a d'autres, hein. J'ai pris celle-là au hasard. Il y en a d'autres scènes où on voit justement des gens qui ont la main sur l'oreille. On parle de scènes de films tournés dans les années 20, les années 30, soit dans la rue, soit dans le cinéma. Et on voit des gens comme ça qui ont la main à l'oreille. Non, ce ne sont pas des téléphones portables. C'était assez répandu, des gens qui avaient des problèmes d'audition et qui utilisaient ces petits appareils acoustiques qu'ils tenaient collés contre leur oreille et qui pouvaient nous donner à nous, aujourd'hui, avec notre vision très technocrate, cette vision d'un téléphone cellulaire. OK. Et l'autre, je suis pas convaincu. L'autre, qui a des grosses lunettes fumées de rockstar, là.
Ouais, c'est peut-être la photo du voyageur du temps qu'on a le plus entendu parler au cours des 10 dernières années. En fait, cette photo, hein, elle a été publiée, elle va trouver son chemin sur le web en 2010. Elle est tirée des archives du Bralorne Pioneer Museum de Gold Bridge en Colombie-Britannique. Et depuis donc 2010, on a énormément spéculé sur cette photo. Bon. Elle a été prise, il faut le savoir, elle a été prise lors de la réouverture en 1941 du Southfolk Bridge, qui avait été emporté par des inondations énormes là, au cours du printemps précédent. Et là, donc, on a reconstruit le pont et c'est durant cette ouverture, la photo nous montre une espèce de foule réunie. Et au milieu de cette foule, bon, les gens qui n'ont pas la possibilité de voir la photo que j'ai mise sur le site de Radio X-Files, qui sont peut-être dans leur voiture, sur cette image, on voit un groupe de gens qui ont à peu près tous la même dégaine, hein? C'est-à-dire généralement manteau noir, chemise, cravate, chapeau mou, un peu à la Frank Sinatra. Donc, on voit un peu le genre, c'est la mode des années 40. Et au milieu de ces gens-là, il y a un personnage qui détonne parce qu'il a comme une espèce de blouson d'aviateur, un chandail avec un imprimé, on voit le chandail avec un imprimé de la lettre M. Il a des espèces de lunettes fumées un peu style goggles, un peu rockstar. Il a les cheveux un peu embroussants. Il détonne au milieu de cette assemblée. Et là, évidemment, on s'est dit, c'est quand même incroyable. Est-ce qu'il ne pourrait pas, encore une fois, s'agir d'un voyageur du temps? Et là, on nous a dit, bon, des lunettes comme celle-là, ça n'existait pas en 1941. Un chandail comme celui-là n'existait pas. Un imprimé, en fait, en 1941, n'existait pas. Et l'homme tient également dans ses mains une espèce d'appareil photo. Et c'est un appareil photo de petite taille. On se rappelle les appareils photo dans les années 40, quand on regarde le cinéma, ce sont des gros appareils avec un gros flash à côté qui faisait... Bon, c'était énorme. Or, l'homme tient dans ses mains visiblement une caméra pour prendre des photos, mais l'appareil est tout petit. Alors, on nous dit, bon, des appareils miniatures de ce type-là n'existaient pas. Mais malheureusement, Yannick, les apparences peuvent être très trompeuses. Parce que notre bonhomme en question, même s'il détonne au milieu de la foule, il est habillé à la mode de 1941. Il faut savoir qu'à l'époque, dès 1940, il y a une compagnie qui s'appelle Wilson Glass qui se sont mis à commercialiser des lunettes qu'on appelait des lunettes, des aviator glasses, des lunettes d'aviateur. Et ces lunettes avaient des espèces entre guillemets, des espèces d'œillères sur le côté. C'est exactement ce que l'on voit, donnant un peu un aspect Google. Et ces lunettes ont connu énormément de succès et très rapidement, des compagnies concurrentes de Wilson Glass ont commencé, elles aussi, à fabriquer de ces lunettes, et en particulier des lunettes de montagnards, des gens qui allaient en montagne, où les lunettes avaient comme des espèces de protections de côté qui étaient faites en cuir. Donc, des lunettes comme celle-là, il y en avait plusieurs modèles et qui étaient commercialisés depuis déjà un an et demi à peu près, avant que notre fameuse photographie soit prise. Notre chandail, maintenant, il faut savoir, en 1940, les imprimés existaient. Et l'homme en question, son chandail, on voit qu'il s'agit d'une grosse lettre M imprimée sur un chandail avec un fond noir. Cette lettre M, en fait, c'est le logo d'une équipe de hockey professionnelle de Montréal, qui était les Maroons, qui est une équipe qui a joué dans la Ligue nationale entre 1924 et 1938. Et cette équipe a même gagné la Coupe Stanley en 1926 et en 1935. L'équipe en question a cessé ses activités professionnelles de sport professionnel en 1938. Donc, c'est un chandail qui était très, très répandu. Bien sûr, parce que c'était à l'image, aux couleurs d'une équipe qui avait été 2 fois gagnante de la Coupe Stanley. Donc, visiblement, notre voyageur du temps sur la photo est visiblement un fan de hockey puisqu'il porte un chandail aux couleurs des Maroons. Quant à l'appareil photo, là aussi, on nous dit, c'est un tout petit appareil photo. C'est vrai que de façon générale, les appareils photo étaient beaucoup plus gros. Mais c'était vrai pour les photographies ou les photographes professionnels qui avaient besoin d'un flash, etc. et qui prenaient des photos pour être destinés à des publications dans des magazines ou encore dans des livres. Mais pour monsieur et madame tout le monde, on avait quand même des appareils beaucoup
plus, entre guillemets, rudimentaire. Et notamment, il y avait deux compagnies qui faisaient des petits appareils bon marché. Kodak, qui avait commercialisé un modèle qui s'appelait le modèle 35, et la compagnie Agefold, qui faisait également des appareils photo de petites dimensions. Sur la photographie en question de notre bonhomme au milieu de sa foule, on ne voit pas très bien son appareil. La photo, ses mains sont un peu dans l'ombre. Ça ne nous permet pas de distinguer correctement l'appareil, mais visiblement, c'est un appareil photo de petite taille. Et crois-moi, le modèle 35 de Kodak ou les appareils de la compagnie Agefold auraient très bien pu faire l'affaire ici. Donc, même si tout ça nous semble très anachronique, à rien dans notre individu, même s'il détonne par son habillement au milieu de la foule, il est vêtu avec des objets qui existaient parfaitement en 1940. Aucun anachronisme ici. Donc, malheureusement, on n'est pas en présence d'un voyageur du temps. Christian Page, spécialiste du coït interrompu. Dégonflage de ballon. On invite les auditeurs qui voudraient consulter ces deux photos-là, ainsi que la vidéo, à aller faire un tour sur notre page Facebook, Radio X-Files. Il est précisément 21h. On fait une courte pause et on vient. On vous souhaite de passer un bon vendredi sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. Merci d'être là, tant sur le web que sur l'application, que sur le site Internet avec le streaming ou encore live avec la bonne vieille radio dans votre voiture. On vous souhaite de passer une très belle soirée. Ce soir, le sujet, c'est les voyageurs du temps, Christian. Oui, puis écoute, recherche rapide et express, un de nos auditeurs, Pat Larochelle, a pris l'information que j'ai donnée, hein, les lunettes avec les protecteurs de chaque côté hier, l'appareil photo, le Kodak 35, l'équipe de hockey Maroon. Il est allé nous chercher des photos de tout ça et il les a mis sur les pages de la page Facebook de Radio X-Files. Alors les gens peuvent voir quels étaient ces objets, le type de chandail, l'appareil photo. Un gros merci à Pat Larochelle pour avoir fait ça. T'as réalisé une entrevue? Oui, c'est ça. Donc, on parle de voyageurs du temps. Et encore une fois, là, comme je l'ai précisé en début d'émission, aujourd'hui, on prend ça un peu léger. On ne va pas dans la physique quantique à savoir si oui ou non on peut voyager dans le temps. Lorsque l'on parle des voyageurs du temps, ce que les auditeurs apprécient, ce que les gens apprécient, ce que moi j'ai apprécié quand j'étais plus jeune, c'était les récits, ces fameuses histoires tout à fait extraordinaires. L'homme qui apparaît au milieu de Times Square, l'homme de Thor, les deux institutrices qui auraient vu le Trianon tel qu'il était au 18e siècle. Il y a comme tout ça au 18e siècle, au 17e siècle. Il y a comme des choses qui sont fantastiques, qui nous amènent à réfléchir. Est-ce que c'est possible, le voyage dans le temps? Et mon ami Jocelyn Keller, qui a écrit 3 livres qui sont des recueils d'histoires extraordinaires, s'est penché sur certaines de ces histoires de voyageurs du temps et je voulais qu'on en parle ensemble. Alors, je lui ai parlé un peu plus tôt cette semaine, puis voici nos échanges. Jocelyn Keller, vous êtes presque maintenant un régulier à l'émission des Radio X-Files. Et ce soir, nous abordons un sujet qui rebondit régulièrement à la fois dans les médias sociaux et sur les fils où on parle de phénomènes mystérieux et étranges, à savoir... Absolument. À savoir les chrononautes, c'est-à-dire ces espèces de voyageurs du temps qui apparaissent comme s'ils venaient de nulle part et qui suscitent énormément d'intérêt. Vous avez écrit sur certains médias sociaux à propos de ce sujet, à tout le moins concernant l'homme de Thor. Alors, nous allons parler de ce sujet. Alors, de quoi en est-il et a-t-on jamais réussi à prouver la réalité d'un seul de ces visiteurs? Alors, je pense qu'on peut commencer par dire déjà que c'est un sujet que je trouve absolument à la fois passionnant et récurrent sur le web et sur les réseaux sociaux. Il y a énormément d'histoires qui circulent. Alors, je vais peut-être en décevoir certains en disant que malheureusement, la plupart sont des canulars. Mais les histoires sont quand même très belles et je vais vous en raconter certaines. Vous allez voir qu'elles sont quand même assez impressionnantes. Il y en a une qui est ressortie cette année, en juin 2019, sur YouTube. C'est l'histoire du vol 914 de la Paname, le vol New York-Miami, qui aurait disparu en 1955 et aurait réapparu en 1992 comme si de rien n'était. Alors bien sûr, j'ai vérifié. Enfin, il ne m'a pas fallu très longtemps pour vérifier. J'ai très vite trouvé. Bon, bien sûr, on imagine qu'aucun avion n'a disparu en 1955, ça se saurait. Et en fait, cette information complètement farfelue, mais malheureusement, beaucoup de gens la croient parce qu'il y a eu un documentaire sur YouTube qui semblait accréditer cette histoire.
En tout cas, cette information est une pure invention du journal satirique Weekly World News. C'était un article en 1993 qui racontait cette histoire, mais qui est complètement fantaisiste. Donc si vous la voyez repasser là sur Facebook ou sur Twitter, elle est complètement fausse. Ouais. Alors, il y en a une J'allais dire, Jocelyn, que c'est un peu aussi comme l'histoire du Cotopaxi, c'est-à-dire c'est un navire disparu dans les années 40 ou 50, je ne me rappelle plus trop, absolument. Et qui revient sporadiquement. On aurait retrouvé le navire flottant au large de Cuba ou au large quelque part dans les Antilles. Mais bon, c'est un canular. Oui, bien sûr. Et alors, c'est vrai, quand on parle des voyageurs du temps, en fait, il y a les voyageurs du temps qui surgissent dans notre présent. Il y a aussi des gens comme nous, enfin, de notre présent, qui vont dans le passé ou dans le futur. Enfin, voilà, on a l'impression que tout le monde circule dans tous les sens. Alors, une des histoires les plus connues et qui revient vraiment de manière très, très récurrente, c'est l'histoire de Rudolf Fentz, qu'on appelle le voyageur égaré de Times Square. Alors l'histoire c'est la suivante, je vais la résumer parce qu'elle est un petit peu longue. Ça se passe un soir de juin 1950 à New York, vers 23h15 à Times Square. Et tout à coup, il y a un homme qui se matérialise subitement au milieu de la foule. On peut imaginer la surprise des badauds qui voient l'homme apparaître comme ça. D'autant que l'homme qui a l'air d'avoir une trentaine d'années, a l'air totalement perdu, totalement surpris de là où il est. Les témoins diront qu'il avait un long manteau noir, un chapeau de forme, un pantalon à carreaux qui n'était pas de la mode de 1950 en tout cas. Enfin, il avait l'air d'être vêtu comme au 19e siècle, au point où que les badauds, les passants se sont demandé si c'était pas un comédien. Et qu'est-ce qu'il faisait là? Et en fait, ils n'ont pas eu vraiment le temps de se poser des questions parce que l'homme, un peu paniqué, a traversé sans regarder l'avenue et s'est fait percuter de plein fouet par un taxi. Il a été tué sur le coup et donc on a appelé la police. La police a emporté le corps à la morgue. Et là, il y a un inspecteur, enfin pas un inspecteur, mais quelqu'un qui a été chargé de l'enquête qui s'appelle Hubert Rim et qui a inventorié en fait les poches du mort. Et là, il a trouvé dans les poches une pièce de cuivre d'une valeur de 5 cents qui était valable pour l'achat d'une bière dans un saloon inconnu à l'adresse indiquée, une note pour le logement d'un cheval dans une étable de Lexington Avenue. On imagine qu'il y a beaucoup d'étables à Lexington Avenue dans les années 50. Et $70 en billets totalement périmés. Et il a trouvé une carte de visite au nom d'un certain Rudolf Fentz, avec son adresse sur la 5e avenue et avec quelques éléments en plus. Donc, le dénommé Rim a enquêté, il a cherché dans tous les annuaires et répertoires de l'époque, il n'a pas trouvé du tout de Rudolf Fentz. Il s'est dit, est-ce que c'est un artiste? Alors, il a été voir toutes les salles de spectacle, pas de résultat. Il a été aussi voir du côté de certaines ambassades, parce qu'il s'est dit, Rudolf Fentz, ça sonne un peu germanique. Alors, peut-être que du côté des ambassades d'Allemagne, de Suisse ou d'Autriche, il y a quelque chose, mais là, rien du tout. Et en fait, dans un vieux bottin téléphonique de 1939, il trouve un Rudolf Fentz Jr. Il se dit c'est peut-être lui, donc il essaie de contacter, mais malheureusement il tombe sur une dame qui lui dit je suis sa veuve, il est mort. Mais cette dame apprend à l'enquêteur que le décédé avait un père qui s'appelait Rudolf Fentz et qui lui a disparu de manière très très étrange au printemps 1876. Donc là, l'enquêteur est très très intrigué. Il se dit tiens, cette histoire de disparition est assez curieuse. Alors il demande à voir une photo de ce Rudolf Fentz de 1876. Et alors là, passez-moi l'expression, il tombe de l'armoire, comme on dit, puisque sur la photo apparaît l'homme en fait qu'il a trouvé sur Times Square en 1950. Donc là, il se dit je suis fou. En tout cas, Rim décide, d'après l'histoire, de clore le dossier, le classer dans une sorte de catégorie qui s'appelle affaire irrésolue. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire qui est racontée. Cette histoire, je l'ai moi-même lue il y a de nombreuses années dans une espèce de recueil qui avait été publié par Charles Berlitz. Mais on sait que Berlitz tenait pas nécessairement le haut du pavé en termes de crédibilité. Donc, c'était une belle anecdote. C'est une belle anecdote qu'on racontait. Je me rappelle l'avoir lu, avoir trouvé ça assez amusant. Mais a-t-on réussi à documenter davantage cette histoire? Absolument, absolument. En fait, c'est un auteur espagnol qui a travaillé sur le sujet, qui s'est quand même posé la question. Et lui, en fait, il a écrit un article sur cette histoire. Ça a suscité la curiosité d'un spécialiste américain du folklore qui s'appelle Chris Obeck. Et ce Chris Obeck a lui-même fait ses propres recherches. Et il a trouvé
aucune trace, aucune preuve de cette histoire nulle part, pas de rapport de police, pas d'article de journal. On peut imaginer quand même que à l'époque ça aurait suscité la curiosité de la presse. Aucun certificat d'inhumation d'indication de l'endroit où le dénommé Rudolf Fentz aurait pu être enterré, aucune photo. Et d'ailleurs, pas plus de traces de témoignages d'autres gens, ou même de Hubert Rimm, l'enquêteur. Et donc, lui, il remonte l'histoire, il la suit dans un livre qui s'appelle Le Livre du Mystère, qui a été publié en 78 par les Français Jacques Bergier et Henri Gallet. Jacques Bergier, c'est un petit peu comme Berlitz, c'est beaucoup d'histoires inventées. Passionnante, mais beaucoup d'histoires inventées. Un personnage plus grand que nature, quand même, ce Jacques Bergier. Ah oui. À Jacques Bergier, il faudra qu'on en parle un jour, parce que c'est un des personnages les plus étranges qu'on ait pu avoir en France dans le monde de l'étrange. Il a même inspiré, il était ami de Hergé. Hergé l'a même un peu caricaturé dans Vol 714 pour Sydney. Exactement. Donc, c'est un personnage hors norme. Mais enfin, l'histoire apparaît sous la plume de Bergier. Alors, elle apparaît chez Bergier, mais c'est pas Bergier qui l'a inventée. En fait, on la retrouve aussi dans un numéro de la revue Ufologie Borderland Science Research Foundation, qui la présente comme un récit authentique. Mais en fait, elle apparaît dans un livre de 1953 d'un certain Ralph Holland qui s'appelle A Voice from the Gallery. Et donc, à ce moment-là, Chris Obeck se dit « J'ai trouvé la source originale », mais il y a une autre personne qui lui dit « Non, en fait, ça vient de bien plus loin. Ça vient d'un roman de l'auteur de science-fiction et de fantastique américain Jack Finney, celui qui a écrit L'Invasion des profanateurs, qui a donné lieu à L'Invasion des profanateurs Sépulture. Et donc, Jack Finney avait écrit une nouvelle dans le magazine Colliers en 1951 qui s'appelait I'm Scared. Et dans cette nouvelle, en fait, c'était l'histoire de Rudolf Fentz. Voilà. Donc, en fait, on a vraiment un exemple typique d'œuvre totalement de fiction qui est devenue une légende urbaine autour d'un voyageur du temps, de quelqu'un qui viendra du passé, qui aurait surgi de manière violente, brutale dans le présent. Et il y a des variantes. Tout à l'heure, Christian, tu parlais de l'homme de Taured. L'homme de Taured, en fait, est une variante. Alors, c'est un homme qui aurait apparu au Japon dans les années 60, venu de nulle part. C'est exactement la même histoire. En France, on a une variante qui s'appelle l'affaire Pierre Neveu. Ce serait un voyageur temporel qu'on aurait retrouvé dans le château de Chambord. Exactement, retrouvé par un gardien et semblant venir du passé, et qui a disparu. Enfin voilà, c'est exactement la même trame d'histoire. J'allais dire, en dehors de ces histoires qui nous sont un peu racontées, bon, on le sait maintenant, elles ont été directement puisées dans une littérature de fiction, ramenées et présentées comme des faits authentiques, ce qu'elles ne sont pas. Mais dans les deux cas évoqués ici, ce sont des histoires qu'on retrouvait une espèce de trace littéraire, mais on n'avait pas une espèce de prétention de... Alors qu'on a dans les histoires de chrononautes ou de voyageurs du temps, on a quand même des individus qui ont prétendu ouvertement être des voyageurs du temps. Je pense notamment à une histoire qui a fait beaucoup fantasmer au début des années 2000, l'histoire d'un certain John Titor qui disait être un voyageur du temps. Oui, John Titor. John Titor, alors je ne peux pas en parler très longuement, mais John Titor, effectivement, il est apparu, alors je regarde mes notes, il est apparu le 2 novembre 2000 exactement. Mais c'était en fait sur Internet à l'époque, dans un forum en ligne. Voilà, il y a un personnage qui s'appelle John Titor et qui apparaît et qui dit qu'il prétend être un soldat de l'armée américaine de 2036. Et donc il a une mission, il travaille sur un projet ultra secret dans sa base militaire de Tampa en Floride. Et il a une mission, il doit revenir en 1975 pour trouver un ordinateur IBM 5100 pour déboguer un bug, alors c'est vraiment une question d'informatique, mais qui interviendrait en l'an 2038. Donc c'est assez compliqué à suivre comme histoire. Dans le forum, les gens lui ont posé énormément de questions. Il a dit, voilà ce qui va se passer, sauf que il parlait en 2000. Alors je vais faire simple, parce qu'on n'a pas le temps de tout détailler, mais il s'est trompé sur à peu près tout. Puisqu'il a dit qu'il y aurait une guerre civile américaine en 2005. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il y aurait un conflit avec au moins 1 milliard de morts. Que les Jeux Olympiques de 2004 ne seraient annulés. Le président élu en 2004 essaierait d'être le nouveau Lincoln. Je rappelle juste que c'était George W. Bush. Ouais. Et puis surtout, il a oublié, il est en 2000 et puis il ne parle absolument pas des attentats du 11 septembre 2001. Il avait annoncé pour 2015 que les Russes bombarderaient les grandes villes américaines. Une guerre civile aux États-Unis entre 2004 et 2005. Une épidémie mondiale de la vache folle. Donc, voilà. Exactement. Plein de choses comme ça.
Bon, enfin bref, très vite, on s'est quand même aperçu qu'il y avait un canular. En revanche, on pense quand même que la personne qui a inventé ce canular était assez féru d'informatique, parce que ce qu'il a raconté sur cette histoire de système d'exploitation Unix, de bugs à régler, en fait, apparemment, c'est vrai. Apparemment, c'est vrai, il y a une histoire, une référence. Alors là, moi, je suis pas informaticien, hein, je peux pas vous donner les détails, mais manifestement, il y aura un fond de vérité là-dedans. Mais bon, ça suffit pas pour accréditer une histoire qui est quand même totalement farfelue et qui aurait pu être imaginée par un auteur de science-fiction. Ce qui est intéressant dans l'affaire de John Titor, c'est que dans bien des cas, les individus qui ont prétendu être des chrononautes ou des voyageurs du temps avaient des discours qui étaient relativement mal élaborés. C'était des gens également qui manquaient un peu de facilité à s'exprimer. Alors qu'ici, dans le cas de John Titor, on est visiblement devant un individu qui est très articulé, qui connaît bien la matière. En fait, il connaît bien. Il a des notions clairement de physique, il a des notions d'électronique. Je sais que des enquêtes menées aux États-Unis, notamment par un certain John Ratzumas, disaient que John Titor était peut-être, l'individu qui se cachait derrière John Titor, était peut-être un certain Murray Harbour, qui était le président d'ailleurs d'une compagnie spécialisée dans la sécurité informatique et qui aurait monté d'emblée cette histoire, ce canular de John Titor. Mais c'est vrai que l'histoire de Titor est un peu différente de bien d'autres histoires de chrononautes ou de voyageurs du temps, justement parce que le discours est relativement bien articulé et l'auteur sait s'exprimer en termes de physique ou en termes d'électronique. Oui, parce que tous les autres vraiment dont on a pu lire, on va dire les affirmations, je ne parle même pas de prédictions ici ou là, soit sont des fictions de toutes pièces, c'est-à-dire inventées par des journaux comme le Weekly World News, soit c'est des canulars avec des gens, des mythomanes qui se racontent des histoires, mais qui bien sûr ne peuvent apporter aucune preuve de ce qu'ils annoncent. On n'a jamais vu quelqu'un arriver en disant « moi je viens du futur » et annoncer ce qui allait arriver, ne serait-ce que dans les jours suivants. On est toujours un peu surpris de l'intérêt que les médias sociaux accordent à ces gens-là, parce que souvent ils ont des photographies floues d'un soi-disant tyrannosaure ou des trucs comme ça, qui sont tout à fait ridicules, et on se dit ça ne tiendrait pas 10 secondes devant le sens critique. Ouais, mais ça fait beaucoup rêver les gens, le voyage dans le temps. Moi je suis un passionné, je suis un fan de ce genre de sujet. J'ai écrit 2 romans jeunesse sur cette thématique, et c'est vrai que c'est absolument passionnant. En revanche, il y a aussi, on peut peut-être en dire 2 mots, les gens de notre présent qui à un moment disent avoir vu quelque chose dans le passé. Et on a quand même, moi j'ai 3 histoires alors j'ai pas le temps de les raconter, mais je vais juste les mentionner rapidement. On a quand même Victor Goddard, qui est un Britannique qui a une brillante carrière militaire et qui dans les années 30 a survolé avec son petit avion un aérodrome apparemment abandonné, sauf que lui, il était en pleine tempête et quand il l'a vu, l'aérodrome était en pleine activité, et qu'en fait, il s'est rendu compte bien plus tard que l'aérodrome a été réouvert, et en fait, il a peut-être vu ou entrevu quelque chose, une image de l'avenir, c'est-à-dire qu'il aurait vu un aérodrome en activité, mais dans le futur, c'est-à-dire quelques années plus tard, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a cette histoire. En tout cas, on se souvient que quand il était rentré, il avait raconté ça à tout le monde. J'ai vu l'aérodrome avec des avions, avec des mécaniciens en bleu de travail et des avions qui avaient une couleur jaune vif. Et à l'époque, l'Angleterre n'avait pas du tout d'avions comme ça, sauf qu'après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils en ont eu de cette couleur-là. Voilà. Donc il y a cette histoire qui est assez étonnante. Ça s'est passé en 1934. Il s'en est rendu compte un peu plus tard, juste avant la guerre. Et puis, il y a l'histoire que nous, on aime beaucoup en France, c'est les 2 Anglaises à Versailles. Bien sûr, c'est un classique. C'est l'histoire c'est un grand classique du fantastique. C'est les 2 enseignantes anglaises qui visitent Versailles en 1901. Enfin, elles vont visiter le Petit Trianon à Versailles, qui était l'édifice construit pour Marie-Antoinette, Marie-Antoinette. Et en se déplaçant de Versailles vers le Petit Trianon, qui est à peu près à vol d'oiseau à 2 km, elles disent dans le parcours, elles ont rencontré des gens habillés avec des vêtements, des costumes d'époque. Elles ont ensuite décrit des monuments, des statues et plein de petits détails qui n'existaient pas du tout de leur temps.
Et ce sont des historiens qui ont pointé du doigt des choses que apparemment elle n'aurait pas pu connaître et qui dataient de la période de... Alors on ne sait pas si c'est très, très bien sous Marie-Antoinette ou un petit peu avant sous Louis XV, mais en tout cas, elles ont décrit, et chacune de leur côté, elles en ont fait un livre qui a été un grand classique au début du XXe siècle, et dans lequel elles racontaient cette histoire. Moi, je pense qu'il leur est arrivé quelque chose parce que c'était deux enseignantes qui avaient absolument tout à perdre à raconter cette histoire un petit peu farfelue. Elles l'ont quand même raconté avec un luxe de détails assez incroyable. Et donc, je pense qu'il leur est arrivé quelque chose. Après, on ne peut pas certifier qu'elles ont vu le passé, mais en tout cas, elles ont forcément... il leur est arrivé quelque chose d'assez étrange. Voilà. J'allais dire, ces deux enseignantes, c'est Moberley et Jordan, elles ont elles ont raconté leur histoire à des gens de la Society for Psychical Research en Angleterre, qui avaient publié à ce moment-là une petite monographie qui s'intitulait An Adventure, qui racontait leur histoire à Versailles. Et effectivement, dans certains cas, on a pu vérifier des détails historiques qui correspondaient au récit des deux enseignantes. On a essayé également, bien sûr, de trouver des solutions plus raisonnables en disant, à l'époque, le comte de Paris séjournait parfois à Versailles. Il est possible qu'il ait organisé une soirée avec des gens vêtus en costume d'époque, mais tout ça a été éventuellement éclipsé comme possibilité d'explication. Alors, on est toujours dans une espèce de mystère qu'ont observé réellement les deux enseignantes lors de leur visite à Versailles. Voilà. Alors, on ne pense pas qu'elles aient halluciné puisque chacune a raconté sa version des faits et que les deux versions étaient un peu différentes. L'une et l'autre n'ont pas vu exactement la même chose, mais alors elles ont peut-être assisté à une scène effectivement une répétition de théâtre en extérieur, c'est possible. Enfin, il y a beaucoup d'explications possibles, hein, mais il y a quand même, voilà, il reste une dose d'étrangeté qui est intéressante dans cette histoire, en tout cas. Voilà. Oui. Et une dernière, est-ce que je peux te mentionner encore une dernière histoire? Allons-y. Alors, elle est très très semblable, étrangement, elle est très semblable à celle des deux Anglaises à Versailles, puisqu'il s'agit aussi de deux Anglaises, mais cette fois-ci c'est à Dieppe. C'était en 1942. Il y avait eu 1000 morts dans les rangs canadiens à l'époque. Donc ça avait été vraiment un fiasco pour les Alliés à l'époque contre les Allemands. Et deux Anglaises, alors encore deux Anglaises, je ne sais pas pourquoi, mais se sont retrouvées en vacances en 1951, c'est-à-dire 9 ans après le débarquement de Dieppe. Et elles logeaient dans une maison au bord de la mer et elles ont été réveillées en pleine nuit par le fracas d'opérations militaires sur la plage. Et ça a duré toute la nuit. Donc, elles ont noté consciencieusement ce qu'elles entendaient. Elles n'ont rien vu. C'est-à-dire la plage était déserte, la mer était calme, et il ne se passait rien. Simplement, elles entendaient des bruits comme s'il y avait une énorme bataille qui se passait sous leurs pieds, littéralement. Donc, elles ont noté consciencieusement à 14h, 2 avions nous ont survolé, à 2h du matin, à 3h, il se passe ceci, à 4h, il se passe cela. Et en fait, elles ont raconté ça aussi dans une petite note. Et les historiens ont été assez stupéfaits de constater que ça correspondait exactement à la chronologie de la bataille. Et avec des détails, là aussi, exactement comme à Versailles, qui était vraiment connu que de spécialistes militaires et pas du tout... c'est pas le genre de détails qu'on pouvait trouver dans des guides ou des livres d'histoire. Donc là, il y a eu un mystère à Dieppe. Mais là, pour le coup, c'est une sorte de mirage, de voyage dans le temps, mais purement sonore. Il n'y avait rien de visuel. Cette histoire de la bataille de Dieppe perçue par ces deux institutrices anglaises, là aussi, on est en présence d'une espèce de classique. Je pense qu'il y a une dizaine d'ouvrages qui ont été consacrés aux phénomènes mystérieux et étranges qui racontent cette histoire, qui demeure encore aujourd'hui un classique sans pour autant qu'on ait trouvé une explication rationnelle pour comprendre un peu ce qu'elles ont entendu ce soir-là. On avait pensé que c'était une énorme drague qui faisait beaucoup de bruit dans le port de Dieppe. Effectivement, il y avait après enquête, ils sont aperçus qu'il y avait effectivement une drague, mais elle ne fonctionnait que de 22h à 2h du matin et elle s'arrêtait ensuite. Donc c'était impossible qu'elle dure jusqu'à 4 ou 5h du matin. Et le bruit n'était pas totalement celui qu'elles ont entendu non plus. Et on a cherché des explications très très rationnelles. Donc, nos histoires de chrononautes sont bien sûr fascinantes, mais à défaut d'une preuve matérielle venant du futur ou du passé, difficile de leur prêter foi. Exactement. En fait, c'est ce qu'on attend. On attend le premier voyageur du temps qui viendrait avec une preuve tangible. Et c'est sûr que les voyageurs du temps posent toujours un peu un problème, parce que moi, je me dis, si éventuellement l'humanité trouve le moyen de voyager dans le temps, je crois que depuis longtemps, nous aurions été envahis par des voyageurs du futur. Alors, moi, je peux te répondre deux choses. Peut-être qu'ils sont parmi nous et qu'on ne le sait pas.
c'est possible. Ou alors peut-être au contraire qu'ils sont d'une très très grande discrétion. C'est juste par rapport au fameux paradoxe temporel, à savoir que ne souhaitent pas intervenir dans l'histoire, ne rien modifier dans le présent pour ne pas modifier le futur. Voilà. À moins qu'ils interviennent dans un passé de la Terre, mais un passé qui soit différent du passé dans lequel nous nous trouvons. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, je pense que ça suscite, voilà, ça déclenche toujours la curiosité et l'imagination des auteurs de science-fiction, parce que il y a de quoi faire avec les voyageurs dans le temps. En fait, c'est une piste de réflexion. Jocelyne Keller, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui pour parler de ces chrononautes. Merci à toi. C'est sûr que dans les prochaines années, on aura de nouvelles histoires qui vont rebondir avec de nouvelles énigmes de type historique. Et encore une fois, on se posera la question, a-t-on la preuve de ces voyageurs du temps? 21h37, les voyageurs du temps. En entendant votre entrevue, je réfléchissais tout bonnement comme ça. Puis un jour, peut-être, ce sera possible, mais il faudra mettre des paramètres extrêmement sévères parce que la personne qui quitte, qui fait un voyage dans le temps, c'est-à-dire qui s'en va dans le passé, si jamais cette personne-là décide de toucher à quelque chose, modifier quelque chose, à son retour, il n'y a plus personne qui va savoir que cette personne-là avait voyagé dans le temps. Là. En fait... si tu touches à quelque chose, tu modifies. Oui, c'est ça, parce que, tu comprends, le moindre geste, même un geste insignifiant, va avoir une conséquence. Ouais. Prends par exemple, Yannick, tu viens pour sortir de chez toi, là, des gestes que l'on fait tous les jours. Et puis là, tu te prépares à sortir de chez toi. Au moment d'ouvrir la porte, tu constates que les lacets, tu as un lacet qui est détaché, tu te penches, tu attaches ton lacet, et à ce moment-là, une voiture passe devant chez toi, et le chauffeur, la chaussée est glacée, dérape, et le véhicule remonte sur le trottoir avant de retomber sur la chaussée. C'est insignifiant. Mais si tu n'avais pas pris le temps d'attacher ton lacet, tu aurais été à l'extérieur, tu aurais été sur le trottoir et tu aurais pu être happé par ce chauffeur qui a perdu le contrôle, au chauffeur qui a perdu le contrôle de son véhicule. Tu comprends? Ouais. C'est un geste ainsi. Et là, tout se passe. Personne ne retient ça. Personne ne voit ça. Le type, lui, au volant de sa voiture, il a perdu le contrôle pendant quelques secondes, mais heureusement, sans bris pour personne. Il reprend le contrôle de sa voiture sur la route, puis il continue son chemin. Et toi, tu sors et tu regardes la voiture qui s'éloigne dans la rue sans même savoir que tu viens d'échapper à un accident. Donc, ce sont des événements comme ça qui sont banals, autant pour toi que pour lui, mais il aurait suffi simplement que tu n'attaches pas ta chaussure à ce moment-là et lui aurait été impliqué dans un accident et toi, tu en aurais été la victime. Tu comprends? Donc, c'est très difficile de dire, bon, on aura un voyageur du temps. Tous les gestes qu'il va commettre, tous ces gestes-là, même aussi insignifiants soient-ils, risquent d'avoir des conséquences sur les événements à venir. Donc, ça devient, à mon avis, ça devient quasi impossible de faire un tel voyage en pensant que tous les gestes que tu commets, ne serait-ce que de retarder le passage d'un piéton à une traverse, risque d'avoir une influence sur sa vie dans 6 mois ou dans 1 an. On le sait pas. Là. C'est comme, peut-être que si tu l'avais pas empêché de traverser de manière même involontaire, là, tu t'es placé devant lui, puis bon, il a attendu pour traverser, ou tu l'as accroché sans même t'en rendre compte, puis là, pardon, monsieur. Puis, que le temps que vous avez échangé comme ça des bienveillances, c'est peut-être le moment qu'il aurait traversé la route puis il aurait pu être tapé par une voiture. C'est comme... Tu peux pas imaginer toute la conséquence de petits gestes souvent anodins. T'sais. Je voulais te dire, quand on parlait des voyageurs du temps avec Jocelyne, je rappelle d'ailleurs pour les auditeurs que Jocelyne a signé Dossier inexpliqué, tome 1 et 2, et Affaires étranges, qui sont disponibles en librairie, où il y a 2 ou 3 histoires comme ça qui sont consacrées à des voyageurs du temps. Mais il y avait une histoire que je voulais te parler qui m'a toujours un peu intrigué. Et écoute, je te la raconte. J'étais en Floride, on tournait des dossiers mystères à ce moment-là, et je rencontre un type qui s'appelle Bruce Gernon. Et Gernon, bon, l'histoire n'a pas été tournée, ça devait éventuellement faire partie d'une nouvelle saison de Dossier Mystère qui n'a pas été réalisée. Mais donc, je rencontre Vernon, on est à West Palm Beach, où il habite, donc on est là-bas, je le rencontre, et on fait l'entrevue pour un éventuel Dossier Mystère. Et Gernon me raconte une histoire qui est tout à fait incroyable.
Écoute, ça nous ramène au début des années 1970. Lui, à ce moment-là, il est pilote d'avion. Il a son propre avion. Hein. Il fait des voyages comme ça, sporadiques, dans les îles au large de... Parce que, bon, il faut le savoir, au large de la Floride, il y a les Bahamas. C'est un chapelet d'îlots et c'est très fréquenté à la fois par les plaisanciers, mais également par les populations locales. Donc, Bruce Gernon a son propre avion. Et il fait comme ça des envolées régulières sur les îles des Bahamas qui sont tout près. Et donc, l'événement se passe en décembre 1970. Et à ce moment-là, Gernon se trouve sur l'île d'Andros, qui se trouve à l'est de la Floride, là, donc qui fait partie de ces îles, là, de ces chapelets d'îles au large. Et il décolle donc de l'île Andros, il est 15 heures pile. Hein, donc, il parle avec la tour de contrôle, il est certain du temps, il a donné un plan de vol, il est convaincu, il est persuadé que ça monte, que l'horloge de bord est exacte, et en plus, ajouter à cela les conversations avec la tour de contrôle. Donc, il quitte le petit aéroport d'Andros, de l'île d'Andros, il est 15 heures pile. Son avion, c'est un très, très bon appareil. C'est un Beechcraft Bonanza A36. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ont des connaissances dans le domaine de l'aviation, savent de quel type d'appareil qu'on parle. C'est un bimoteur. Bon, c'est un appareil qui est très, très fiable. Donc, l'ascension se fait normalement. Il grimpe là, à 1000 pieds par minute à peu près, puis il atteint une altitude de croisière qui sera 11 500 pieds. Jusque-là, tout va bien. Et au moment où il atteint donc son altitude de croisière, Gernon constate devant lui, il voit apparaître en fait une formation nuageuse très particulière. Il a l'impression que les nuages, il y a lui et il y a un passager qui est avec lui, un de ses bons amis qui l'accompagne. Et là, lorsqu'il atteint son altitude de croisière en direction de la Floride, parce qu'il rentre à Miami à ce moment-là, il voit se former devant lui une espèce de nuage qui a la forme un peu d'un beignet, donc une forme arrondie avec un trou au centre. Mais ce qui est très particulier, c'est que les nuages forment eux-mêmes une espèce de cylindre. C'est comme si on avait, imagine-toi, un gros slinky dans le ciel fait de nuages, tu sais, donc, qui forme une espèce de beignet énorme de plusieurs dizaines, sinon une centaine de kilomètres. Donc, Gernon, avec son appareil, bon, là, il y a comme des perturbations. Il constate que ses appareils de bord, écoute, je sais que ça fait fantasmer, mais il est en plein au-dessus du mystérieux triangle des Bermudes. Donc, il constate que ses appareils sont un peu déréglés. Et là, en manœuvrant, il décide de pénétrer à l'intérieur du nuage. Et là, il vole littéralement dans le nuage en forme de tube. Hein? Donc, il est à l'intérieur du slinky. Là. Donc, il vole à l'intérieur de ça. Et à ce moment-là, donc, il me raconte, il dit, mes appareils fonctionnaient, étaient un peu déréglés, mais en revanche, le vent était particulièrement stable, tout ça. Donc, l'appareil, c'est un beau vol. Il n'y a pas de perturbation. C'est donc l'endroit idéal où se trouver parce qu'en dehors de ce cône de nuages ou de ce tube de nuages, il y avait des vents assez forts qui compliquaient un peu son envolée. Alors, il est dans le nuage. Et puis, à un moment donné, 3 minutes plus tard, il sort du nuage. Et quand il sort du nuage, il est au-dessus de Miami. Alors, il constate... Là, il est un peu étonné. Il regarde sur sa montre. Il est 15h48 très précisément. Donc, il y a seulement 48 minutes qui se sont écoulées depuis le moment où il a quitté l'île d'Andros. Techniquement parlant, c'est impossible. Donc, il ne peut pas avoir fait le trajet de l'île Andros jusqu'à Miami en 48 minutes. C'est impossible. Donc, il va parler avec la tour de contrôle, il va se poser et là, il constate effectivement que c'est comme si l'avion avait franchi un 100 000 de distance. Donc, il calcule à peu près un 30 minutes qu'aurait dû prendre de plus ce vol qui n'existe pas. Et cette histoire-là, écoute, c'est passé en 1970 et encore aujourd'hui, il y a quelques années quand je l'ai rencontré, il restait particulièrement surpris par ça. On voyait que l'histoire l'avait marqué. Il a essayé de comprendre, il a rencontré des gens, ils ont émis toutes sortes d'hypothèses. Il a éventuellement raconté son histoire dans une petite monographie qu'il a publiée avec un co-auteur qui s'appelle Rob McGregor. Et l'ouvrage s'appelle The Fog, le brouillard, dans lequel il raconte cette histoire-là. Tout s'articule comme si, soudainement,
ou bien son avion a atteint une rapidité extraordinaire qu'il n'a pas, lui, détecté comme pilote et que ses appareils n'ont pas détecté. C'est comme s'il avait été poussé par en avant, ou encore, il y a eu une espèce de repli, je ne sais pas comment dire, une espèce de repli spatio-temporel qui a fait gagner 30 minutes, mais une chose est certaine, il a quand même gagné 30 minutes sur son envolée entre les Landros et Miami, sans qu'il ne trouve jamais d'explication à ce qui était proposé. Et tous les gens, si on tient compte des données de vol, hein, c'est bien parce qu'il faut faire attention, on peut y mettre n'importe quelle hypothèse sans tenir compte des données de vol, mais si on tient compte des données de vol, ben, il n'y a aucune explication rationnelle pour comprendre cette envolée, ce court passage, ce court laps de temps écoulé entre son décollage, entre les Landros et son atterrissage à Miami. Il y a comme un 30 minutes manquant que l'avion a comme franchi, comme s'il s'agissait que d'une seconde. Donc, c'est une histoire assez curieuse. Il y a des histoires comme ça qui sont fascinantes. Celle de Bruce Gernon est tout à fait extraordinaire. On a évoqué avec Jocelyn, on a parlé de l'histoire de ces deux institutrices là, qui visitaient Versailles, oui, qui demeure encore aujourd'hui un classique. On a imaginé à peu près toutes les hypothèses sans en trouver aucune. Et l'affaire est devenue, avec le temps, c'est passé un peu dans la culture populaire, l'histoire des deux enseignantes à Versailles. Ce sont des histoires fascinantes. Pas de chrononautes de type qui arrivent en disant « j'arrive du futur » ou « j'arrive du passé », mais des gens qui vivent avec nous, qui sont bien nos contemporains, mais qui vont vivre des expériences étranges, comme si le temps se jouait ou si le temps se raccourcissait ou si le temps avait faisait une espèce de cabriole. Et puis là, soudainement, ces gens-là sont parachutés au milieu d'une expérience tout à fait extraordinaire. On voudrait tous y croire. On voudrait tous y croire. Ah oui, absolument. Et ce pilote-là, est-ce qu'il y a des témoins qui ont mentionné l'avoir vu partir de l'aéroport où il dit être parti? Ben, en fait, il y a les données de vol, hein, ouais, et les communications de contrôle. Hein. Quand il décolle de l'aéroport, là, il parle avec la tour de contrôle, oui, puis l'aéroport, il donne son feu vert pour prendre son décollage. Ouais. Donc, on sait à quelle heure exactement il a décollé. Il a décollé à 15 heures pile. Et si on a pu consulter la documentation? Oui, absolument. Oui. Et quand il se pose, d'ailleurs, la documentation, il la présente lui-même, les relevés radars, les relevés, les communications avec la tour de contrôle. Il les rapporte dans son bouquin. Elles sont reproduites là intégralement. Et on sait qu'il se pose exactement à l'aéroport de Miami à 15h48. Donc, il y avait le vent dans le dos. Oui, c'est ça, donc 48 minutes, mais il y avait vraiment bien gros le vent dans le dos pour pouvoir gagner comme ça 30 minutes sur une envolée qui fait à peu près 1h15 à peu près. Tu comprends qu'il faut qu'il roule en tabarnouche, là, parce que c'est pas un très long vol. Tu me diras, gagner 30 minutes sur un vol de 6 heures, ça va, mais gagner 30 minutes sur un vol de 75 minutes, là, c'est quand même beaucoup. Et cette histoire-là, bien évidemment, Bruce Gernon l'a raconté. Il y a plusieurs ouvrages qui parlent du mystérieux triangle des Bermudes, évidemment qu'ils l'ont reprise. Et parce que, bon, évidemment, tu comprends que ça ajoute de l'eau au moulin aux gens qui affirment que dans cette région-là du monde, il y a des anomalies de tout genre qui se produisent. Et donc, l'histoire de Bruce Gernon cadre bien avec ses prétentions. Mais c'est vrai que c'est une histoire qui est tout à fait extraordinaire. Est-ce que... parce qu'il y a énormément de témoignages. On va faire un tour sur Google. Il y a énormément de témoignages de personnes qui se disent être des voyageurs du temps. Est-ce que tu t'es déjà penché là-dessus? Puis, curieusement, j'y étais tantôt pendant ton entrevue avec Jocelyn Keller. Et il y en a un qui montrait une photo qui était totalement ridicule, là. Il mentionnait que c'était une photo qui avait été prise dans le futur. Mais je veux dire, on va se le dire. Là, tu regardes la photo et tu vois absolument rien. Non, c'est ça. D'ailleurs, on l'a mentionné dans l'entrevue. Les gens qui prétendent venir du futur, par exemple, parce que, bon, si ce sont des voyageurs du temps, ils ne peuvent venir que du futur. Et là, ces gens-là nous présentent des photos floues d'un tyrannosaure ou les photos floues d'un ptéranodon ou d'un animal préhistorique de n'importe... Et là, tu te dis, écoute, même aujourd'hui, là, on est en 2019, faudrait que je me force avec mon téléphone portable. C'est quand même pas un téléphone... Tu comprends? C'est pas un appareil photo de grande qualité, là, un téléphone portable. On est d'accord avec ça. Là, c'est des appareils usuels qui sont utilisés tous les jours. Et même en prenant mon téléphone portable avec les limites que cet appareil-là
a par rapport à des appareils photo professionnels, mais il faudrait que je me force pour faire une photo floue. Il faudrait que, je sais pas, je me mette à sauter dans les airs en prenant ma photo en même temps. Puis même là, je pense qu'elle risquerait d'être plus claire que la photo de ces gens-là. C'est à croire que dans le futur, on a perdu sur la façon de prendre des photos. Les téléphones cellulaires du futur sont moins performants que nos téléphones de 2019. On est revenu au Polaroid. Ouais, c'est ça. Ça a comme pas de sens. T'sais. Et ce serait tellement facile pour ces gens-là. D'ailleurs, c'est ça qui m'étonne de voir l'intérêt que suscitent ces récits-là. Parce que il y a un minimum de vérification. Là, si quelqu'un t'arriverait et dirait, bon, ben écoute, je viens du futur, ben, il suffirait qu'il nous amène un truc qu'on n'a jamais vu. Là, je veux dire, si moi, je partais là, déjà là, simplement comme ça, bang, je me retrouve en 1970. Écoute, je fouille dans ma poche, puis je tends à mon vis-à-vis mon téléphone portable, crois-moi qu'il va être ébranlé. Tu sais, je fouille, attends une minute, je viens du futur. Ah, ben, gars, j'ai mon téléphone portable ici, puis je te le donne. Imagine-toi un homme de 1970 qui met la main sur un iPhone 8, là, tu sais, je veux dire, il est comme un petit peu sidéré. Là, tu sais. Mais ça n'arrive pas, ça. Ces gens-là, la seule chose qu'ils nous montrent, c'est des photos floues. Ouais. Laisse faire les photos floues. Montre-moi donc l'appareil photo avec lequel tu l'as pris. Montre-moi un stylo de 2070, à quoi ça ressemble. Ouais. Tu sais, ils n'ont rien. Là, bon, moi, je me dis, bon, ben, je comprends pas que ça soulève autant d'intérêt. Ce serait un minimum de vérification, tu sais, d'arriver avec un élément pour ajuster ou faire une preuve de ce type-là, mais c'est ce qu'on n'a pas. Donc, on a des photos floues, des récits invraisemblables. Et comme on l'a bien dit dans l'entrevue, très souvent, ces récits, lorsqu'ils sont, quand ce n'est pas une prétention, mais simplement une histoire qui est racontée, qui est passée dans la littérature, ben, quand on se met à faire des recherches, ce qu'a fait Jocelyn Keller, on découvre très rapidement que ces récits-là sont simplement des récits transformés, exagérés ou sinon complètement inventés ou empruntés à la fiction, comme l'histoire de cet individu qui a été happé par un taxi sur Times Square, que je me rappelle avoir lu quand j'étais adolescent. Puis moi, j'y croyais, là. Tu sais, crois-moi, ben, Yannick, quand j'étais ado, là, j'étais un peu une éponge. Hein. J'avalais beaucoup d'histoires de ce type-là, les extraterrestres, les voyageurs du temps. J'avalais ça, là. Écoute, je partais du principe, si c'est écrit dans un livre, ça doit être vrai. Tu sais, tu comprends? Parce que ça fait partie de notre éducation. Quand on allait à l'école, les livres sont un peu la transmission du savoir. Si c'est dans le livre, c'est que c'est forcément vrai. Donc, on développe un peu ce réflexe-là. Et moi-même, je l'avais, là. Donc, adolescent, je lisais des livres. Et parce que c'était des livres, c'était rapporté dans la littérature, bien évidemment, je vois une espèce d'admiration pour les auteurs. Et je me disais que si c'était dans le livre, ça devait être forcément vrai. Et en vieillissant, malheureusement, je me suis rendu compte que 90% de ce que l'on retrouvait dans les livres était ou bien faux ou transformé, travesti par les visions de l'auteur, mais qu'il n'y avait qu'un noyau de 10%. Et quand je dis 10%, je reste généreux. Hein? Oui. 10%, c'est... Donc, il faut... Il y a un principe qui dit, si tu veux du rêve, crois. Si tu veux la vérité, enquête. Et quand j'ai compris ça, ben, je me suis mis à enquêter et j'ai rapidement appris à faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Je te remercie pour cette très belle soirée encore une fois. On se rejase plutôt vendredi prochain. Bon week-end à toi ainsi qu'aux auditeurs. Bye-bye. Bye-bye. Radio X Files. Radio X.